Moi, je vais aborder les manifestations extraneurologiques. C'est vrai que les manifestations neurologiques sont les plus fréquentes. C'est les manifestations neurologiques c'est les manifestations neurologiques qui font plus peur, mais devant le pouvoir d'extension de ce virus inquiétant, en période d'épidémie, il me semble qu'on doit connaître et le typique et le moins typique. Donc, le virus a été initialement considéré comme peu ou pas pathogène. Et avec les années 60, il y a eu la maladie neurologique avec une maladie de 4 à 13%. Mais depuis l'éclosion de grandes épidémies aux États-Unis, les études cliniques ont commencé à signaler que les manifestations extra-neurologiques sont possibles en 2003 et qui a concerné 221 patients. On voit qu'à cette date-là, c'est-à-dire 2003, plus de 20 ans, il y a des atteintes respiratoires, il y a des atteintes cardiaques, il y a même des atteintes du système auto-humain. Donc, je commence par les atteintes oculaires qui sont les plus fréquentes. Et les atteintes oculaires ont été définies de manière plus claire dans la littérature. Elles sont plus fréquentes dans les cas neurologiques graves. Elles touchent les deux sexes avec un âge moyen de 56 ans. Il y a même certains auteurs qui ont préconisé un examen ophtalmoscopique chez tous les patients qui ont une maladie Westnile. Donc, comme on le voit ici, ça, c'est une revue de la littérature qui a été publiée en 2013, je pense. Donc, il a mis les différentes manifestations neurologiques observées. Donc, on voit que chez le même patient, on peut avoir deux ou trois types de manifestations ophtalmologiques et les lésions sont parfois variées. Il peut s'agir d'uvéite, de choriorétinite, d'iritis, d'atteinte vitréenne, de vascularite, même d'atteinte hémorragique. Ça, c'est une dernière étude publiée en 2024. Il a fait une revue de la littérature sur l'ensemble des manifestations oculaires du West Nile et il a conclu pour le pronostic. Le pronostic visuel peut varier de l'excellent au mauvais en fonction de la gravité de l'atteinte clinique et la présence de complications secondaires, à savoir une vascularite occlusive ou bien une ischémie maculaire. Il y a des patients qui ont perdu l'œil pour la vie. Pour les atteintes cardiaques, elles aussi ont été décrites précocement. Une étude faite aux États-Unis au début des années 2000, d'accord, avait trouvé environ, si je me rappelle, sur plus de 300 malades, 12% avaient soit une tachycardie, soit une bradycardie. Et 7% avaient quand même des troubles du rythme, parfois des BAV, de patients ont bénéficié d'un pacemaker, des fibrillations auriculaires, des tachycardies ventriculaires et même des torsades de pointe. Parfois, c'est des tableaux de myocardite grave. Et comment ils ont expliqué ça dans la majorité des écrits? Ils disent que probablement c'est lié à un dysfonctionnement du système nerveux autonome. Et parfois, les atteintes cardiaques sont présentes en dehors de toute atteinte encéphalétique et le décès par atteinte cardiaque est possible. Donc, on voit ici une torsade de pointe conduisant à une asystolie. D'accord? Ce malade-là, quand même, avait une atteinte encéphalétique importante. Mais parfois, l'atteinte encéphalétique, elle est présente. On voit ici la coexistence de l'atteinte encéphalétique et de la myocardite. Mais chez ce patient-là, c'est une myocardite isolée en l'absence de toute autre manifestation neurologique. Et le diagnostic a été évoqué parce que c'était en période d'épidémie. Pour les atteintes pancréatiques, le premier cas a été rapporté en 1974 en Égypte chez une femme de 20 ans qui a été hospitalisée pour des douleurs abdominales avec une fièvre, un rash cutané évoluant depuis 4 jours. Elle n'avait aucun signe neurologique. Cependant, c'était la période d'activité d'éthique. Deux autres cas ont été publiés par la suite. Et cette fois-ci, le diagnostic a été évoqué à l'occasion d'une méningo-encéphalite associée à des douleurs abdominales. L'évolution a été favorable dans 2 cas, le décès dans un cas et la pancréatite a été également confirmée par autopsie. Une équipe s'est intéressée au pancréas chez les patients présentant West Nile. Donc, ils ont étudié le taux de lipasémie chez ces patients-là
Et ils ont trouvé que 65% des patients hospitalisés pour infection à virus West Nile avaient un taux élevé de lipazémie sans signe clinique. Les atteintes hépatiques, on sait que les virulences peuvent donner des manifestations hépatiques modérées, une petite cytolyse, etc. Mais parfois, l'atteinte hépatique au cours du West Nile, elle est grave, comme on le voit chez ce patient âgé de 11 ans, qui a fait une hépatite fulminante, d'accord, avec une insuffisance hépatocellulaire. L'évolution, heureusement, a été favorable et le diagnostic était posé par PCR. Chez ce patient-là, il n'y avait pas d'atteinte neurologique et ils ont évoqué le diagnostic à cause du contexte épidémiologique qui était présent. D'autres cas d'atteinte hépatique ont été rapportés chez des adultes. Par exemple, le dernier cas de 2022 que je présente. Donc, vous voyez là, le pic de transaminase, il est parallèle au processus inflammatoire souvent important dans la maladie West Nile. Les manifestations respiratoires, la détresse respiratoire souvent présente, elle est souvent liée à une origine centrale selon les écrits, mais parfois il y a des atteintes pulmonaires liées au virus lui-même. Par exemple, chez ce patient-là qui a fait une hémorragie alvéolaire fatale, l'atteinte neurologique chez ce patient était modérée, c'était une simple confusion avec une imagerie cérébrale normale, une PL qui était normale, et l'atteinte respiratoire était dominante et l'issue fatale était à cause de l'hémorragie alvéolaire. La particularité de l'atteinte rénale est double. Donc, premièrement, à la phase aiguë, on peut trouver une insuffisance rénale aiguë secondaire à une nécrose tubulaire. Il y a une étude qui a même rapporté l'atteinte rénale peut atteindre les 8% en cas de maladie West Nile. On voit ici, chez ce patient-là, l'étude a été confirmée, l'atteinte rénale avec nécrose tubulaire a été confirmée par biopsie rénale. C'est un patient de 76 ans. L'atteinte neurologique, elle était présente et importante, qui avait une insuffisance rénale aiguë. L'évolution était favorable. Le deuxième problème de l'atteinte rénale du West Nile, c'est que l'atteinte rénale peut continuer à progresser même après la fin de la phase aiguë, c'est-à-dire de la maladie aiguë. Il y a une étude qui a concerné 139 patients qui a fait le suivi au plan rénal chez ces patients-là pendant 4 à 9 ans. Et plus tard, après 4 à 9 ans, une moyenne de 4 à 9 ans, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Que 40% des patients avaient des signes d'insuffisance rénale chronique, dont 10% étaient au stade 3 ou plus, et 30% étaient au stade 1 ou 2. 26% des patients avaient présenté une protéinurie et 23% une hématurie. Et la variation moyenne du débit de filtration glomérulaire a chuté de moins de 23,71 millilitres par minute. Et en analyse multivariée, ils ont conclu que l'insuffisance rénale chronique était associée au virus West Nile. Il n'y avait pas d'autres facteurs retrouvés. Je passe aux manifestations cutanées, comme ça a été dit par Hanan. Les manifestations cutanées sont fréquentes au cours de l'infection à virus West Nile. Dans 25 à 50% des cas, on peut avoir une éruption cutanée qui tend à être morbilliforme, maculopapillaire, non prugineuse, c'est-à-dire l'exanthème habituel viral qui prédomine sur le torse et les extrémités et qui épargne les pommes et les plantes des mains, des pieds. Cependant, on voit cette étude-là, c'est un tableau de varicelle chez un patient de 67 ans, c'est une éruption vésiculeuse qui était dominante au niveau du dos et l'étude immunohistochimique et l'immunofluorescence ont confirmé l'origine du virus West Nile. Le virus West Nile et les maladies auto-immunes. En général, les virus sont souvent cités comme déclencheurs de maladies auto-immunes, à savoir le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite A, et pas mal de virus qui peuvent déclencher des pathologies auto-immunes. Des pathologies auto-immunes. On voit ici, donc, on voit ici que le virus West Nile
était déclencheur d'une myasthénie grave. C'est un papier qui a rappelé que ce virus a été déclencheur d'une myasthénie grave chez 4 patients dont l'âge variait entre 56 et 76%. Et le délai de survenue de cette myasthénie a varié entre 3 et 7 mois après l'épisode aigu du virus West Nile. Un autre cas clinique, le virus West Nile a été déclencheur d'une encéphalite auto-immune. Chez ce patient-là, grand-mère de 86 ans, il avait un premier épisode d'une atteinte neurologique modérée à virus West Nile qui a bien évolué. Il a rechuté au plan encéphalitique après 10 jours. Et cette fois-ci, quand ils ont fait les investigations, ils ont recherché une pathologie auto-immune. Les auto-anticorps étaient positifs. Le malade a été traité par des corticoïdes et des immunoglobulines et l'évolution a été favorable. En conclusion, le neurotropisme du West Nile reste la complication la plus fréquente. Cependant, l'infection à virus West Nile doit être discutée devant les manifestations extraneurologiques inexpliquées, notamment en période d'endémie ou même en période d'activité des vecteurs. Je vous remercie. Merci, professeur Ghenifi, pour cette excellente intervention. Franchement, on découvre. Je disais, Amine, concernant l'intervention de Wahiba, donc franchement, on découvre des formes extraneurologiques de cette infection West Nile. Et franchement, j'ai envie de lui poser la question, quand est-ce qu'on fait des prélèvements et quels sont, c'est-à-dire les facteurs de risque de faire des formes extraneurologiques de West Nile. Donc, merci pour la question, Hannah. Donc, pour dire qu'il faut rechercher le West Nile devant toutes ces manifestations neurologiques, non. Mais quand est-ce qu'il faut les rechercher? C'est en période d'activité d'éthique, en période d'épidémie et surtout, quand on n'explique pas l'origine, voilà, quand on n'a pas une étiologie à cette manifestation extra-hépatique. Par exemple, extra-neurologique, avoir une atteinte hépatique, on fait toutes les sérologies, on ne trouve rien, on est en période d'activité d'éthique, on est en période d'épidémie, eh bien, dans cette situation, il faut rechercher le virus. Très bien, merci. Oui, professeur Mamri. Moi, je remercie d'abord le professeur Ghenifi pour cette intervention. Et justement, l'intérêt de cette intervention montre que non pas seulement il y a le contexte, en absence surtout du contexte épidémiologique, c'est-à-dire plusieurs services en dehors de l'infection, en dehors de la pédiatrie, en dehors de la réanimation, peuvent être concernés par cette pathologie. C'est-à-dire, on voit que la cardio, la néphro peuvent être considérées, peuvent être touchées aussi chez leurs patients, bien sûr. D'où l'intérêt de la sensibilisation ne se limite pas aux infectiologues, aux microbiologistes, aux épidémiologues, mais à toute la communauté médicale, surtout, bien sûr, en période épidémiologique, c'est-à-dire entre avril et octobre. Et donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on a affaire à un virus et le virus peut toucher tous les systèmes du corps humain, tout simplement. Et je remercie le professeur Ghenifi d'avoir attiré l'attention justement sur ça. Wahiba, est-ce qu'il y a un terrain particulier qui fait ce genre d'infection extraneurologique? Dans les observations qui ont été citées, non, pas particulièrement. Donc, tout le monde est… Voilà. Dans certaines infections, par exemple, les atteintes ophtalmo, les atteintes cardiaques, c'est des manifestations qui sont plus fréquentes quand il y a une maladie neurologique grave. Préexistante. Voilà. Une maladie associée à une maladie neurologique invasive, je veux dire liée au virus West Nile, c'est-à-dire quand il y a l'association une forme grave du virus. Voilà. Une forme grave du virus. Neuro-invasive. Ça suppose que c'est un virus virulent. Un virus virulent. Voilà, d'accord. Quand il y a l'association dans les formes ophtalmo, mais parfois, il n'y a pas d'association. La symptomatologie, elle est à part. Il dit que le vecteur, c'est le moustique ou le tic. C'est ça, Hanan? C'est cette question. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais.
Ben, je pense que ça, c'est une Vecteur, question c'est pour le moment. moustique, hein, C'est le moustique, c'est-à-dire, on l'a dit dès le voilà, départ. c'est sûrement, oui. Et hépatite, c'est-à-dire, on a très bien expliqué que le moustique, n'est-ce pas, Weriba? C'est le vecteur entre Ah oui, l'oiseau. Oui, Il y a une je ne autre vois question pas, l'oiseau, aussi. c'est le je vois pas réservoir. l'alternative. Oui, oui. Exactement, L'oiseau, c'est le Réservoir. réservoir, moustique, c'est le vecteur. Oui. il y a une autre question, mais je pense que ce n'est pas pour professeur Ganifi, mais qui parle des tests sérologiques et virologiques. Elles se font où en privé, en État? Je l'ai bien précisé, notre niveau à Annaba, notre laboratoire s'est doté des moyens qui permettent qu'on fait ces prélèvements à ce niveau-là. Peut-être certains trucs virologiques qui sont envoyés à l'Institut Pasteur, mais Je pas au pense lycée, au début. c'est Wed El Abtal Mascara, donc c'est l'Ouest. Semia m'a parlé hier donc pour la note, c'est-à-dire ils ont les laboratoires qui sont concernés par les PCR, par le West Nile plutôt. Donc il y a le CHU Annaba, il y a donc bien sûr l'Institut Pasteur Alger, voilà, et il y a également donc Adrar, voilà, Adrar qui n'est pas encore fonctionnel, voilà. N'est-ce pas, Amine? C'est la Je même pense que je suis. information que j'ai euh, également. voilà. Batna, je ne sais pas si, s'il y a un laboratoire qui s'occupe de ça, ben, juste pour Samia, si elle peut nous éclairer. Voilà, parce que c'est clair dans la note ministérielle du 30 avril. Voilà, on va la voir. Oui, 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 Hanan, je peux répondre à cette question. oui, Effectivement, nous avons élargi le diagnostic décentralisé. Annabal est déjà très bien, opérationnel, bientôt Batna. très Et bien. Adrar, je ne pense pas que ce soit pour cette saison. Ah, Par d'accord. contre, on est Donc, les en train de gens, voir par rapport à Oran. Donc, comme ça, on oui. aura au moins Oran. Donc, l'Ouest sera servi par un laboratoire à se demander si ça va être au niveau peut-être de l'annexe EPA. Oh, D'accord. Donc, en attendant, c'est pas, l'ORANI, c'est l'IPA, c'est l'Institut Pasteur Alger, c'est ça. En attendant. voilà, pour le OK. moment, en attendant, voilà. Mais beaucoup de D'accord. wilayas autour de Batna, et ils seront diagnostiqués au niveau de Batna. Donc, les prélèvements seront acheminés à Batna. Et pour information, À Annaba le 20 aussi. le 25, il y aura un séminaire régional Oui. qui va regrouper les wilayas de l'Est et qui seront pris en charge par le laboratoire de Batna. Merci à Ah, vous. excellent. Merci à vous, Samia. Merci.